De pauvres petites filles donnent de l'argent factice aux médecins et demandent « Est-ce suffisant pour acheter un nouveau cœur pour notre maman ?» Un jeune milliardaire assiste à la scène et prend une décision incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'odeur de café brûlé réveilla Haley avant même le lever du soleil. Ses yeux de 5 ans s'ouvrirent en grand, alarmés par l'arôme puissant qui envahissait la petite chambre qu'elle partageait avec sa sœur. Quelque chose n'allait pas. « Sophie, réveille-toi » murmura-t-elle en secouant l'épaule de sa sœur cadette. Sophie marmonna et se tourna de l'autre côté, serrant sa couverture usée. À 4 ans, elle luttait encore contre le réveil comme si c'était une bataille quotidienne. « Il y a une drôle d'odeur. Maman ne brûle jamais le café. » Ces mots eurent un effet magique. Les yeux de Sophie s'ouvrirent, le sommeil instantanément remplacé par l'inquiétude. C'était vrai. Clara ne ratait jamais le café, même les jours les plus difficiles. Les deux fillettes sautèrent du lit, leurs pieds nus silencieux sur le sol froid. L'appartement était petit, mais ce matin-là, il semblait plus grand, comme si l'espace entre leur chambre et celle de leur mère s'était étiré pendant la nuit. Haley s'arrêta devant la porte de la chambre de Clara, hésitante. La porte était entr'ouverte, laissant filtrer une mince bande de lumière. Normalement, à 6 heures du matin, Clara serait déjà prête pour le travail, vêtue de son uniforme gris, les cheveux attachés, un sourire fatigué sur le visage. Mais pas ce matin. « Maman » appela Haley en poussant doucement la porte. Ce qu'elles virent glaça le sang dans les veines des petites filles. Clara était assise sur le bord du lit, encore en chemise de nuit, les cheveux défaits et en désordre, les mains tremblantes, et son visage était si pâle qu'il semblait presque transparent sous la faible lumière de la lampe. « Maman !» Sophie accourut, toujours la plus impulsive des deux. Clara leva lentement la tête, comme si le mouvement exigeait un effort immense. Elle essaya de sourire, mais le résultat ne fut qu'un tremblement sur ses lèvres blanches. « Tout va bien, mes petites » tenta-t-elle de dire, sa voix aussi faible qu'un murmure. « J'ai juste besoin de me reposer un peu avant ?» Elle ne termina pas sa phrase. Ses yeux se révulsèrent, dans un mouvement qui parut se dérouler au ralenti pour les filles, Clara glissa du bord du lit sur le sol comme une poupée de chiffon abandonnée. « Maman !» Le cri d'Haley résonna dans l'appartement. Sophie resta paralysée, les yeux écarquillés fixés sur sa mère tombée à terre, tandis qu'Haley se jetait à côté de Clara, lui secouant l'épaule. « Maman, réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi. » Le visage de Clara resta immobile, ses lèvres arborant maintenant une teinte bleutée effrayante. Haley ressentit une peur qu'elle n'avait jamais connue auparavant, différente de la peur du noir ou des orages. C'était une peur qui la glaçait jusqu'aux os. « Sophie, va chercher de l'aide. Cours !» La petite fille sembla sortir de sa transe. Elle courut vers la porte d'entrée, luttant pour l'ouvrir, et sortit dans le couloir de l'immeuble, criant de toutes les forces de ses petits poumons « Au secours ! Ma maman est tombée ! Au secours !» Les secondes qui suivirent parurent des heures à Haley, qui restait aux côtés de Clara, lui tenant la main froide, répétant comme un mantra « Tout ira bien, maman. Tout ira bien. » La première à arriver fut Madame Miller, de l'appartement voisin, encore en robe de chambre et en pantoufles. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Clara par terre. « Oh mon Dieu !» s'exclama-t-elle en se précipitant à l'intérieur. Elle s'agenouilla à côté de Clara, vérifiant sa respiration et son pouls. « Que quelqu'un appelle une ambulance !» cria-t-elle par-dessus son épaule. Bientôt, le petit appartement fut bondé. Monsieur Rodriguez du 3e étage, déjà au téléphone pour appeler les secours. Madame Patel d'en face, apportant de l'eau et des serviettes. Tandis que les adultes s'agitaient dans un chaos organisé, Haley et Sophie furent doucement conduites dans un coin du salon. « Est-ce qu'elle va aller bien ?» demanda Sophie, des larmes silencieuses coulant sur son visage rond. Haley ravala sa propre peur. En tant que sœur aînée, elle savait qu'elle devait être forte. « Bien sûr que oui, » dit-elle, mais sa voix trembla sur le dernier mot. Le son de la sirène arriva avant même qu'elle n'entende les pas pressés dans les escaliers. 2 ambulanciers entrèrent rapidement, transportant du matériel et parlant dans des termes que les filles ne comprenaient pas. Pression artérielle très basse, pouls faible et irrégulier. Possible insuffisance cardiaque. Haley observait tout attentivement, essayant de comprendre ce qui se passait. Elle les vit placer un masque sur le visage de sa mère, la soulever sur une civière et attacher des sangles autour de son corps immobile. « Et les enfants ?» demanda l'un des ambulanciers, remarquant enfin les 2 filles serrées l'une contre l'autre dans le coin de la pièce. « Je vais avec elle, dit Madame Miller, qui s'était rapidement habillée. « Ce sont ses filles.
On ne peut pas les laisser seuls. Alors qu'il s'apprêtait à emmener Clara, Ale se souvint de quelque chose. Elle courut dans la chambre de sa mère, où se trouvait, sur la table de chevet, une petite boîte en bois peinte à la main. La boîte magique, comme l'appelait Clara, où elle gardait quelques billets pour les urgences. Ale attrapa la boîte et la serra contre sa poitrine. C'était cela qui sauverait sa mère. Elle en était sûre. Clara disait toujours que cet argent était pour quand on en avait vraiment, vraiment besoin. Quand elle retourna dans le salon, les ambulanciers emportaient déjà Clara par la porte. Ale courut, tenant la boîte d'une main et tirant Sophie de l'autre. « Attendez, nous devons venir avec vous. » Dans le couloir, les voisins regardaient la scène avec des expressions inquiètes. Certains offraient leur aide, d'autres regardaient simplement, impuissants. Madame Miller tenait les deux filles par la main, se dépêchant aux côtés de la civière. « Nous venons avec vous, dit-elle aux ambulanciers. Ils descendirent les escaliers à vive allure, la civière se balançant dangereusement dans les virages. Dehors, l'ambulance attendait, portes ouvertes, gyrophares clignotant contre le ciel matinal qui commençait à laisser place à l'aube. « Maman !» cria Sophie, essayant de se libérer pour s'approcher. Ale serra fort sa sœur. « Ils vont s'occuper d'elle, dit-elle avec une conviction qu'elle ne ressentait pas. Pendant qu'il chargeait Clara dans l'ambulance, Ale serra plus fort la petite boîte en bois. Les ambulanciers travaillaient vite, connectant des tubes et des moniteurs. Madame Miller négociait avec eux, insistant sur le fait que les enfants devaient accompagner leur mère. « Elles sont trop jeunes, madame, dit l'un d'eux. »« Elles n'ont personne d'autre, répondit-elle fermement. »« Je vais avec elles. » Elles furent finalement autorisées à monter, serrées dans un coin de l'ambulance. Le véhicule démarra en trombe, la sirène déchirant le silence du matin. Sophie pleurait doucement, le visage caché dans l'épaule de madame Miller. Mais Ale ne pleurait pas. Ses yeux étaient fixés sur le visage pâle de sa mère, sur le masque qui s'embuait à chaque faible respiration, sur les machines qui émettaient des bips à un rythme irrégulier. La petite boîte semblait lourde dans ses petites mains, comme si elle contenait bien plus que quelques billets. Dans son esprit d'enfant, cette boîte représentait l'espoir. La seule chose qui pouvait sauver Clara. Alors que l'ambulance filait à travers les rues désertes de la ville, Ale se pencha vers sa mère et murmura si bas que personne d'autre ne put l'entendre, « Je vais te sauver, maman. Je te le promets. » La promesse flotta dans l'air, plus lourde que n'importe quel serment d'adulte. Dans son innocence de 5 ans, Ale n'avait aucune idée de comment elle tiendrait une telle promesse, mais elle était déterminée. La boîte dans ses mains serait la clé, elle en était certaine. L'ambulance prit un virage, accéléra sur une avenue et s'arrêta finalement brusquement. Les portes s'ouvrirent, révélant l'entrée brillamment éclairée de l'hôpital. Alors qu'il sortait la civière avec Clara, Ale serra la boîte contre sa poitrine et prit une profonde inspiration. Leur dernier matin normal était terminé. La course pour sauver leur mère venait de commencer. L'hôpital engloutit les filles comme une grande bouche blanche et froide. Ale tenait la main de Sophie pendant qu'elle suivait madame Miller dans des couloirs sans fin. Clara avait été emmenée par une autre équipe, disparaissant derrière des portes automatiques qui se refermèrent avec un sifflement. Les lumières fluorescentes clignotaient de temps en temps, transformant les visages autour d'elle en masques pâles. L'odeur de désinfectant imprégnait tout, les murs, l'air, même leur peau. Ale pressa la boîte en bois contre sa poitrine comme si c'était un talisman. « Vous devez attendre ici », dit une infirmière en désignant des chaises dures dans la salle d'attente. « Le médecin viendra vous parler dès qu'il aura des nouvelles. » Sophie se blottit contre sa sœur aînée, les yeux rouges d'avoir pleuré, regardant les gens passer, des infirmières pressées, des patients en fauteuil roulant, des membres de la famille aux expressions inquiètes. « J'ai peur, » murmura Sophie. « Moi aussi, » admit Ale, gardant sa voix stable. « Mais maman est forte. » Le temps s'éternisait. Madame Miller sortit pour appeler son travail, expliquant qu'elle ne viendrait pas ce jour-là. À son retour, elle apporta des gobelets d'eau et quelques biscuits emballés qu'elle avait trouvés dans un distributeur automatique du couloir. « Mangez un peu, dit-elle doucement. Nous n'aurons pas de nouvelles avant un moment. » Ale n'avait pas faim, mais elle convainquit Sophie de manger un demi-biscuit. L'horloge murale indiquait presque 9 heures du matin lorsqu'un homme en blouse blanche avec une expression sérieuse s'approcha d'elle. « Êtes-vous la famille d'une certaine madame Clara Jensen ?» demanda-t-il en consultant un presse-papier. Madame Miller se leva, les filles juste derrière elle. « Je suis sa voisine. Ce sont ses filles, Ale et Sophie. » Le médecin regarda les enfants, et quelque chose dans son regard changea, un mélange de compassion et de malaise. «
Il fit un geste vers une petite pièce sur le côté. Pouvons-nous parler là-dedans? La pièce ne contenait qu'une table et quelques chaises. Le médecin ferma la porte et s'assit en face d'eux. Ses mains jointes sur la table semblaient lourdes. Je m'appelle Dr Roberts. Je m'occupe de votre mère, commença-t-il, la voix calme. Nous avons fait plusieurs tests et nous avons trouvé le problème. Allais se pencha en avant, serrant fermement la boîte. Est-ce qu'elle va guérir? Demanda-t-elle sans détour. Le médecin prit une profonde inspiration. La situation est critique. Le cœur de votre mère est très malade. Elle va avoir besoin d'une greffe. C'est quoi ça? Demanda Sophie, confuse. Ça veut dire qu'elle a besoin d'un nouveau cœur, expliqua le docteur Roberts. Elle sera mise sur la liste d'attente pour un cœur, mais ça pourrait prendre beaucoup de temps. Le mot temps flotta dans la pièce comme un nuage sombre. Allais resta silencieuse un instant, traitant l'information. Puis, avec des mouvements délibérés, elle posa la boîte sur la table et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient quelques billets colorés. Tout l'argent que Clara avait réussi à économiser au cours des derniers mois. Avec tout le sérieux que ces 5 ans pouvaient rassembler, Allais prit les billets et les disposa sur la table devant le médecin. « Est-ce que c'est assez pour acheter un nouveau cœur pour notre maman ?» demanda-t-elle, regardant directement dans les yeux du docteur Roberts. Le silence qui suivit fut aussi lourd que du plomb. Le médecin regarda les billets, peut-être 20 ou 30 $ au total, puis le visage plein d'espoir de la fillette. Son sang-froid professionnel vacilla, il baissa la tête, visiblement ému, ne sachant que répondre. Dehors, dans le couloir, un homme s'arrêta. Grand, dans un costume bien coupé, il tenait un café qu'il venait d'acheter à la cafétéria. À travers la vitre de la pièce, Ian Blackwood, 32 ans et PDG d'une entreprise technologique, observait la scène comme s'il s'agissait d'un film muet. Il n'entendait pas les mots, mais il voyait clairement la petite fille pousser l'argent vers le médecin. Quelque chose dans cette scène le frappa comme un coup de poing. Il resta figé sur place, le café oublié dans sa main. L'image réveilla un souvenir qu'il avait gardé enfermé pendant des années, lui-même, à 12 ans, offrant toutes ses économies à un médecin très similaire. « S'il vous plaît, sauvez ma mère. » Le médecin avait été gentil mais impuissant. « Certaines maladies ne peuvent être guéries avec aucune somme d'argent, » avait-il expliqué. Pas à l'époque. Pas dans cet hôpital. Pas pour sa mère. Ian regarda le médecin à l'intérieur de la pièce lutter pour trouver ses mots. Il vit les petites mains de la cadette agripper la chaise, les jointures blanches de tension. Sans s'en rendre compte, il s'approcha de la porte et frappa légèrement. Le docteur Roberts leva les yeux, surpris. Ian entra, offrant un bref sourire aux enfants. « Excusez-moi, docteur. Puis-je vous parler une minute ?» Le médecin sembla soulagé par l'interruption. Il s'excusa auprès des filles et de Madame Miller et suivit Ian dans le couloir. « Désolé de m'immiscer, » dit Ian, « mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la situation. Quelle est la condition de la patiente ?» Le docteur Roberts hésita, jetant un coup d'œil au badge de visiteur que portait Ian. « Êtes-vous un parent, monsieur ?»« Non, mais je veux aider, » répondit fermement Ian. « Quelle est la situation réelle ?» Le médecin baissa la voix. « Cardiomyopathie sévère. Elle a besoin d'une greffe de toute urgence, mais avec son groupe sanguin rare et la liste d'attente actuelle, honnêtement, les chances ne sont pas bonnes. Et combien coûte le traitement jusqu'à ce qu'un donneur compatible soit trouvé? Sans assurance adéquate, des centaines de milliers, puis la chirurgie elle-même, la convalescence, les médicaments anti-rejet. Ian hocha la tête, pensif. À travers la vitre, il vit les filles attendre, l'aîné regardant toujours le petit tas d'argent sur la table. « Retournons à l'intérieur, » dit-il d'un ton décidé. Quand ils retournèrent dans la pièce, les yeux des filles se fixèrent sur eux, pleins d'espoir et de peur. Ian s'approcha de la table et s'assit sur la chaise à côté du médecin. Allais le regarda, ses yeux trop sages pour son âge, et demanda d'une voix tremblante, « Si ce n'est pas assez, pouvez-vous nous aider à économiser plus ?» Quelque chose se brisa en Ian à ce moment-là. 20 ans d'ambition froide, de promotion professionnelle impitoyable, de relations superficielles. Tout cela semblait insignifiant face à cette simple question. Il s'agenouilla pour être au niveau des filles, les regardant dans les yeux. « Je vais vous aider, » dit-il, sa voix plus douce que quiconque le connaissant n'aurait cru possible. « Je vous le promets. » L'expression d'Allais ne changea pas, mais quelque chose dans ses yeux, une lueur d'espoir, apparut. « Vous connaissez notre maman ?» demanda Sophie, curieuse. « Non, » répondit honnêtement Ian. « Mais ça n'a pas d'importance. »
Il se tourna vers le médecin. Je veux couvrir tous les frais de traitement, tout ce dont elle a besoin, et je veux que vous utilisiez votre influence pour accélérer le processus de recherche d'un donneur compatible. Le docteur Roberts parut stupéfait. Monsieur, c'est très généreux, mais nous parlons de chiffres qui... Le montant n'a pas d'importance, l'interrompit Yann. Où est-ce que je signe ? 30 minutes plus tard, Yann Blackwood avait signé plus de documents que lors de nombreuses transactions d'entreprise, des autorisations de paiement, des formulaires de responsabilité financière, même un document demandant que Clara Jensen soit transférée dans une chambre privée avec les meilleurs soins possibles. Madame Miller observait tout avec un mélange d'étonnement et de soulagement. Elle avait appelé quelques autres voisins, organisant qui s'occuperaient de l'appartement et apporteraient des vêtements pour les filles. Elle ramassa les billets sur la table et les remit soigneusement dans la boîte. Elle la serra contre sa poitrine comme un bouclier. Debout à côté d'elle, Sophie s'approcha timidement de Yann et s'appuya contre son bras, un geste silencieux de confiance. « Merci, » dit Haley, sa voix petite mais ferme. Yann déglutit difficilement, surpris par l'émotion qu'il ressentait. Pour la première fois depuis des années, il faisait quelque chose qui ne visait pas à accroître sa richesse ou son influence. C'était quelque chose de simplement humain. « Nous allons trouver un nouveau cœur pour votre maman, » promit-il. Le docteur Roberts revint dans la pièce avec de nouvelles informations. « J'ai obtenu une place en soins intensifs pour une surveillance constante. Nous allons faire tout notre possible. » Alors qu'il quittait la pièce et se dirigeait vers l'ascenseur, Yann sentit un poids léger contre sa jambe. Sophie s'était encore rapprochée, comme si sa présence offrait une sorte de sécurité. De l'autre côté, Haley marchait droite. La boîte fermement tenue dans ses mains, les yeux fixés sur le chemin à parcourir. Pour un instant, les filles n'étaient plus si seules. L'ascenseur monta silencieusement jusqu'au 5e étage. Les numéros s'allumèrent les uns après les autres tandis qu'Haley et Sophie restaient collées à Yann, comme si elles avaient peur qu'il ne disparaisse si elles ne maintenaient pas un contact physique. Madame Miller les accompagnait, toujours perplexe de la rapidité avec laquelle cet étranger avait transformé la situation. USIC, unité de soins intensifs cardiologiques, annonça la voix métallique de l'ascenseur alors que les portes s'ouvraient. Le docteur Roberts les attendait dans le couloir, parlant à une infirmière qui prenait des notes sur une tablette. Quand il vit le groupe approcher, il leur fit signe de le suivre. « Clara est en train de s'installer », expliqua le médecin. « Je vais vous montrer où vous pouvez attendre. » En marchant dans le couloir brillamment éclairé, ils passèrent devant une grande baille vitrée donnant sur l'USIC. Sophie s'arrêta brusquement, son petit corps figé sur place. À travers la vitre, on pouvait voir Clara allongée dans un lit, entourée de machines. Des tubes et des fils étaient connectés à son corps immobile. Ses yeux étaient fermés, son visage aussi pâle que du papier. « Maman », murmura Sophie, sa petite main touchant la vitre. Yann posa doucement sa main sur l'épaule de la fillette. « Il s'occupe d'elle, » dit-il, gardant sa voix calme. « Toutes ces machines l'aident. » Haley s'approcha également, observant sa mère avec des yeux sérieux. « Pourquoi elle ne bouge pas ?» demanda-t-elle. Le docteur Roberts s'agenouilla pour parler directement aux filles. « Votre maman est sous sédatif en ce moment. Ça veut dire que nous lui avons donné des médicaments pour la faire dormir très profondément. C'est mieux pour son cœur en ce moment. » Il conduisit le groupe vers une petite salle d'attente près de l'USIC. Contrairement à celle du rez-de-chaussée, celle-ci avait des fauteuils en plastique contre le mur, une petite table centrale avec de vieux magazines et une fontaine à eau dans le coin. « Vous pouvez attendre ici, » dit le médecin. « Je reviendrai bientôt pour vous parler davantage. » Madame Miller regarda l'horloge. « Je dois passer quelques appels, » dit-elle. « Je vais informer les autres voisins de la situation et organiser pour que quelqu'un vous apporte des vêtements. » Quand elle partit, Yann s'assit dans l'un des fauteuils. Les filles prirent immédiatement place à côté de lui, une de chaque côté, comme de petites gardiennes. « Avez-vous faim ?» demanda-t-il. Sophie hocha timidement la tête. Haley hésita, mais finit par hocher la tête aussi. « Je vais commander quelque chose à manger pour vous et peut-être des couvertures. Il fait froid ici. » Il sortit son téléphone et passa quelques appels rapides. Pendant qu'il parlait, les filles le regardaient avec curiosité, comme si elles étudiaient un animal rare et fascinant. 15 minutes plus tard, le docteur Roberts revint. Il s'assit dans le fauteuil en face d'eux et ouvrit un dossier sur sa tablette. « Je veux vous expliquer la situation plus en détail, » commença-t-il, regardant principalement Yann, mais incluant les filles dans son champ de vision. « Clara souffre d'une maladie appelée cardiomyopathie.
Cela signifie que le muscle de son cœur est très faible et ne peut pas pomper le sang comme il le devrait. Il fit une pause, s'assurant que tout le monde suivait. Nous avons réussi à la stabiliser pour le moment, mais son cœur est gravement endommagé. C'est pourquoi nous avons besoin d'une greffe. Combien de temps avant que nous puissions avoir un nouveau cœur ? Demanda Yann. Le médecin soupira. C'est difficile à dire. Ça pourrait être des jours, des semaines ou plus. Ça dépend du moment où un cœur compatible sera disponible. Et d'ici là ? La voix de Yann était calme mais ferme. D'ici là, nous devons la maintenir stable. Chaque jour où nous pouvons maintenir son état actuel est une victoire. Clara est très faible et chaque jour de stabilité est important pour qu'elle puisse supporter la greffe le moment venu. Sophie, qui avait écouté en silence, tira doucement sur la manche de la blouse du médecin. « Est-ce qu'elle va se réveiller ?» demanda-t-elle doucement, sa voix presque un murmure. Le docteur Roberts regarda la fillette, la compassion évidente dans ses yeux. « Nous la garderons sous sédatif pour l'instant afin que son cœur n'ait pas à travailler si dur. Mais dans quelques jours, si tout va bien, nous pourrions essayer de réduire la sédation pour qu'elle puisse se réveiller un peu. » Sophie hocha la tête, absorbant l'information comme une enfant de 4 ans le pouvait. « On peut la voir ?» demanda Haley. « Oui, mais seulement pour quelques minutes maintenant et seulement à travers la vitre. Plus tard, quand elle sera plus stable, vous pourrez entrer une par une. » Quand le médecin partit, Yann remarqua que les filles étaient épuisées. Le choc du matin, l'attente angoissante, l'inquiétude. Tout cela avait drainé leur énergie. Sophie luttait pour garder les yeux ouverts, s'appuyant contre le bras de Yann. « Vous n'allez pas rentrer à la maison ?» demanda-t-elle. Haley secoua fermement la tête. « On ne peut pas partir, maman ?» Yann regarda les deux enfants, si petites, si déterminées, si effrayées. « Je ne pars pas, promit-il. Vous ne serez pas seul. » Quelque chose dans le ton de sa voix, dans la fermeté de sa promesse, sembla calmer les filles. Haley se détendit visiblement, ses petites épaules s'abaissant de quelques millimètres. Une infirmière entra dans la pièce, portant un plateau avec de la nourriture chaude et 3 grandes couvertures douces. « Monsieur Blackwood a commandé ça pour vous, » dit-elle en souriant gentiment aux filles. Le plateau contenait des macaronis au fromage, des morceaux de poulet, quelques légumes cuits et un petit bol de gélatine rouge. Rien d'extraordinaire, mais chaud et réconfortant. Yann aida à poser les plateaux sur les genoux des filles et déplia les couvertures, les enveloppant comme de petits cocons. Sophie mangea lentement, les yeux encore lourds de sommeil. Haley mangea méthodiquement, comme si accomplir cette tâche de base l'aidait à garder le contrôle. « Vous devriez vous reposer un peu, » suggéra Yann après qu'elles eurent terminé. « Ça a été une matinée difficile. »« Je ne peux pas dormir, » dit Haley. « Je pense à maman. » Yann comprenait la peur de s'endormir et de se réveiller pour découvrir que quelque chose de terrible s'était produit. Il connaissait bien ce sentiment. « Et si je vous racontais une histoire ?» suggéra-t-il. Les yeux de Sophie s'illuminèrent légèrement. « Maman raconte toujours des histoires, » dit-elle. Yann sourit. « Je ne suis probablement pas aussi bon qu'elle, mais je peux essayer. » Il réfléchit un instant puis commença. Il était une fois 2 princesses très courageuses qui vivaient dans un royaume lointain. L'histoire était simple, parlant de 2 sœurs qui devaient trouver une fleur magique pour sauver leur royaume. Yann n'avait jamais raconté d'histoire à des enfants auparavant, mais il constata que les mots venaient naturellement. Les filles écoutaient attentivement, posant parfois des questions ou suggérant ce qui devrait se passer ensuite. Sophie finit par s'endormir avant la fin de l'histoire, la tête reposant contre le bras de Yann. Elle tint plus longtemps, mais ses yeux commençaient aussi à se fermer. « Tu peux continuer l'histoire demain ?» demanda-t-elle, luttant contre le sommeil. « Bien sûr, » promit Yann. « Maintenant, repose-toi. » Quand elles s'endormirent enfin toutes les deux, Yann resta immobile, ne voulant pas les déranger. Les fauteuils en plastique étaient inconfortables, mais il s'en fichait. Les filles avaient réussi à trouver des positions pour dormir, recroquevillées dans les couvertures, utilisant son bras comme oreiller. Madame Miller revint peu de temps après, portant un petit sac à dos avec des vêtements et des articles de toilette. « Les voisins se sont tous cotisés pour aider, » expliqua-t-elle à voix basse. « Ils vont s'occuper de l'appartement et des factures pendant que Clara est ici. » Elle regarda les filles endormies sur les chaises inconfortables de la salle d'attente. « Vous ne les connaissiez même pas ce matin, » observa-t-elle, curieuse. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» Yann regarda les petites silhouettes emmitouflées dans les couvertures. « Il faut bien que quelqu'un le fasse, » répondit-il simplement. Madame Miller hocha la tête,
comprenant. Je dois y aller maintenant. Mon mari m'attend et je dois travailler demain. Vous êtes sûr que ça ira avec elle? J'en suis sûr, l'assura Yann. Je m'occuperai d'elle. Quand Madame Miller partit, le silence emplit la petite pièce. Yann regarda l'horloge, presque 18 heures. Une journée entière s'était écoulée depuis qu'il était entré dans cet hôpital pour un simple examen de routine et avait fini par trouver quoi? Une mission, une responsabilité. Il ne pouvait toujours pas le définir. Les heures passèrent lentement. Des infirmières venaient de temps en temps voir comment allaient les filles, offrant des oreillers supplémentaires et des nouvelles de Clara. Stable était le mot qu'elles utilisaient. Pas mieux, pas pire, juste en train de se battre. Vers 21 heures, Alec se réveilla en sursaut. « Maman !» appela-t-elle, désorientée. « C'est bon, la calma Yann. Ta maman se repose. Tout est pareil. » Alec se frotta les yeux, revenant à la réalité. Elle regarda sa sœur toujours endormie, puis Yann. « Pourquoi vous nous aidez ?» demanda-t-elle directement, avec l'honnêteté brute que seuls les enfants possèdent. La question prit Yann par surprise. Il aurait pu donner une réponse simple. Quelque chose de vague sur le fait de faire ce qui est juste. Mais il y avait quelque chose dans les yeux sérieux d'Alec qui exigeait la vérité. « Quand j'avais 12 ans, ma mère est tombée très malade, » lui raconta-t-il, la voix basse pour ne pas réveiller Sophie. Nous n'avions pas d'argent pour le traitement dont elle avait besoin. Alec écoutait attentivement. « Et que s'est-il passé ?» Elle n'a pas survécu, dit Yann, les mots sortant avec difficulté. Et je me suis retrouvé seul. Comme notre papa, dit Alec, surprenant Yann. Il est mort quand j'avais 3 ans. Sophie s'en souvient à peine. Yann hocha la tête, la laissant continuer. Maman a toujours beaucoup travaillé, poursuivit Alec. Parfois 2 emplois. Elle nettoyait des bureaux et des maisons. La nuit, elle cousait des choses à vendre. Elle est très courageuse, observa Yann. Oui, acquiesça Alec. Mais parfois, elle pleurait quand elle pensait qu'on dormait. La simplicité avec laquelle Alec partageait cette information toucha profondément Yann. Il n'y avait aucun apitoiement dans sa voix, juste un exposé des faits qui composaient sa réalité. Ma mère a aussi travaillé dur pour m'élever, dit Yann. Elle nettoyait de grandes maisons. Parfois, elle m'emmenait avec elle pendant les vacances scolaires. Tu l'aidais ? demanda Alec, curieuse. Yann sourit faiblement. Pas autant que j'aurais dû. J'étais un gamin têtu. Alec le regarda sérieusement. Mais tu nous aides maintenant. Ce n'était pas une question, mais une affirmation, comme si dans l'esprit d'Alec, Yann rattrapait en quelque sorte le passé. J'essaie, répondit-il. Sophie s'agita, se réveillant lentement. Elle s'installa dans le fauteuil inconfortable, regarda autour d'elle, confuse un instant, jusqu'à ce que ses yeux rencontrent ceux de Yann. Monsieur l'ami, murmura-t-elle d'une voix endormie en se blottissant plus près. Alec sourit légèrement. C'est comme ça que Sophie t'appelle, expliqua-t-elle. Monsieur l'ami. Yann sentit une chaleur étrange dans sa poitrine, une chaleur qu'il ne se souvenait pas d'avoir ressentie auparavant. Dans son monde de réunions d'entreprise, de fusion et d'acquisition, personne ne l'avait jamais appelé un ami, encore moins avec la sincérité désarmante d'une enfant de 4 ans. Vous devez être mal à l'aise dans ces chaises, dit-il, essayant de cacher l'émotion dans sa voix. Je vais voir si je peux trouver quelque chose de mieux. On peut voir maman d'abord, demanda Sophie, maintenant plus éveillée. Bien sûr, accepta Yann. Allons-y, il emmena les filles à la fenêtre d'observation de l'USIC. Clara restait immobile, entourée de machines surveillant chaque battement de son cœur affaibli. Une infirmière ajustait un médicament dans sa perfusion. « Salut, maman », murmura Sophie, comme si Clara pouvait l'entendre à travers la vitre. « Le monsieur l'ami s'occupe de nous. » Alec resta en silence, observant simplement, sa petite main tenant toujours la boîte en bois, comme toujours. « Retournons dans la pièce », suggéra Yann après quelques minutes. « Nous pourrons la revoir demain. » De retour dans la salle d'attente, Yann arrangea les fauteuils du mieux qu'il put, en poussant certains ensemble pour former une surface plus grande où les filles pourraient s'allonger. Avec les couvertures et quelques oreillers supplémentaires qu'une gentille infirmière apporta, il réussit à créer un endroit un minimum confortable pour qu'elle se repose. « Je serai assis juste ici, » dit Yann en désignant le fauteuil à côté d'elle. « Je serai là si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit. »« Promis ?» demanda Sophie, sa voix petite dans la pièce silencieuse. « Promis » répondit Yann, sentant le poids de ce simple mot.
Bonne nuit, monsieur l'ami, murmura Sophie, les yeux déjà fermés. Bonne nuit, répondit Yann. Alors que les filles dormaient sur les lits de fortune faits de fauteuils d'hôpital, Yann resta assis, vigilant. Il était mal à l'aise et fatigué, mais étrangement en paix. En regardant les deux petites silhouettes endormies, Yann éprouva quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un but. La nuit serait longue dans cette salle d'attente froide et impersonnelle, mais Yann s'en fichait. Pour la première fois depuis des années, il était exactement là où il devait être. Le 3e jour à l'hôpital commença avec la même routine. Yann se réveilla avec un mal de dos après une autre nuit sur les chaises inconfortables de la salle d'attente. Alais et Sophie dormaient encore, emmitouflés sous les couvertures comme des chiots cherchant la chaleur. Il se leva silencieusement et se dirigea vers la fenêtre de l'USIC pour voir comment allait Clara. Le docteur Roberts était là, vérifiant les moniteurs et prenant des notes. Quand il vit Yann, il sortit pour lui parler. « Bonjour. Pas de changement majeur, mais c'est une bonne chose dans ce cas. Elle tient le coup. » Yann hocha la tête, passant une main dans ses cheveux en désordre. Combien de temps avant qu'il puisse réduire la sédation? Peut-être demain si ses constantes restent stables, répondit le médecin. Mais ce sera pour de courtes périodes, juste pour évaluer sa réponse. Quand Yann retourna dans la salle d'attente, Sophie était réveillée, regardant autour d'elle avec des yeux endormis. « Bonjour, dit-il, adoucissant sa voix. Tu as bien dormi? » Elle haussa les épaules en se frottant les yeux. « J'ai rêvé de maman. » C'était un bon rêve? Elle faisait des crêpes, répondit Sophie. Et avec du sirop? Le ventre de Yann gargouilla, lui rappelant qu'ils avaient tous besoin d'un petit déjeuner décent. Les collations de la cafétéria de l'hôpital n'étaient pas suffisantes. « Tu aimes les crêpes ?» demanda-t-il, essayant de garder la conversation légère. Les yeux de Sophie s'illuminèrent brièvement. Maman en faisait les jours de fête. Mais ça fait longtemps. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire. Une acceptation résignée qu'aucun enfant de 4 ans ne devrait avoir. Combien de temps? Sophie compta sur ses doigts, se concentrant. Beaucoup de jours, depuis que maman est devenue triste parce qu'elle a perdu son travail. Yann sentit un serrement dans sa poitrine. Clara avait été licenciée de son entreprise. Un détail qu'il n'avait toujours pas entièrement assimilé. Elle a perdu son travail, demanda-t-il doucement. Sophie hocha la tête, jouant avec le bord de sa couverture. Un homme est venu et a dit qu'il n'avait plus besoin d'elle. Alors maman a beaucoup pleuré. Et puis il n'y a plus eu de crêpes. Alais se réveilla à ce moment-là, s'asseyant brusquement comme si elle était prête à affronter la journée malgré sa fatigue. « Est-ce que Sophie parle de maman ?» demanda-t-elle, immédiatement alerte. « Elle me parlait des crêpes, répondit Yann. Alais regarda sa sœur avec une expression qui semblait bien trop adulte pour ses 5 ans. Maman a dit qu'on pouvait quand même avoir des jours de fête sans crêpes. Mais il y avait aussi des jours sans dîner, ajouta Sophie avec l'honnêteté brutale des jeunes enfants. Yann eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Alais endossa son rôle de sœur aînée, comme si elle devait expliquer les choses à Yann. Parfois, maman disait qu'elle n'avait pas faim et nous donnait sa nourriture, mais son ventre faisait du bruit. Elle disait qu'elle avait mangé au travail, compléta Sophie. Mais je crois que c'était un mensonge. Yann regarda les deux filles, leurs visages minces encadrés par des cheveux qui avaient besoin d'une bonne coupe. Leurs vêtements, remarqua-t-il maintenant, étaient propres, mais très usés. Les poignets des manches d'Alais étaient effilochés, et la robe de Sophie avait des reprises soignées sur les coutures. Une vague de culpabilité le submergea. Pendant qu'il dînait dans des restaurants chers et se plaignait quand son café n'était pas à la température parfaite, Clara, qui avait probablement nettoyé son bureau d'innombrables fois, se privait de nourriture pour nourrir ses filles. « Je vais nous chercher un petit déjeuner, dit-il en se levant brusquement. Et puis je dois passer quelques appels. » Dans le couloir, Yann s'appuya contre le mur un instant, prenant une profonde inspiration. La prise de conscience du contraste entre sa vie et celle de ses enfants l'abasourdit. Tout son succès professionnel, ses réalisations, son appartement de grand standing et sa voiture importée lui parurent soudainement vides. Après avoir apporté des sandwichs et du jus pour les filles, Yann s'éloigna pour passer quelques appels. D'abord à son assistante, lui disant qu'il prolongeait son congé maladie pour une durée indéterminée, puis à son avocat pour vérifier la situation juridique de Clara et des filles. À son retour, il trouva une infirmière essayant de peigner les cheveux emmêlés de Sophie, qui faisait des grimaces à chaque nœud d'effet. « Elles ont besoin d'un bain », dit gentiment l'infirmière. « Et de vêtements propres. » Yann réalisa qu'il n'avait pas pensé aux besoins de base des filles.
Elle portait les mêmes vêtements depuis 3 jours. Il y a une douche au bout du couloir que vous pouvez utiliser, continua l'infirmière. Et nous avons quelques blouses d'hôpital pour enfants, mais elles ne sont pas très confortables. Je m'en occupe, dit Yann, déterminé. 1 heure plus tard, après avoir obtenu la permission du docteur Roberts, Yann emmena les filles dans un grand magasin près de l'hôpital. Leurs yeux s'écarquillèrent en entrant dans l'immense établissement avec ses lumières vives et ses allées pleines de marchandises. Choisissez tout ce dont vous avez besoin, leur dit-il. Vêtements, chaussures, pyjamas. Les filles hésitèrent, comme si elles ne comprenaient pas ce qui se passait. Je peux vraiment choisir, demanda Sophie, la voix presque un murmure. Bien sûr, répondit Yann. Tout ce que tu veux. Timidement, Sophie désigna une robe simple avec de petites fleurs. Celle-là est jolie. Elle resta silencieuse, regardant le sol. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Yann en s'accroupissant à son niveau. Maman nous a toujours dit de ne pas demander de choses, expliqua Ale. Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Yann sentit une boule dans sa gorge. Aujourd'hui, c'est différent, dit-il doucement. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Votre maman voudrait que vous ayez de nouveaux vêtements. Progressivement, les filles commencèrent à se détendre. Avec l'aide d'une vendeuse patiente, elles choisirent des vêtements de base, quelques robes, des pantalons, des blouses, des chaussettes et de nouvelles chaussures. Yann ajouta des manteaux chauds, des pyjamas doux et quelques articles d'hygiène personnelle. En passant devant le rayon des jouets, Sophie s'arrêta, regardant avec fascination une petite poupée de chiffon. On peut aussi prendre des jouets, proposa Yann. Les yeux de Sophie pétillèrent, mais elle regarda sa sœur aînée comme pour demander la permission. Est-ce que maman sera fâchée? Demanda-t-elle. Elle semblait aussi perdue que sa sœur. Yann intervint. Je suis sûr qu'elle sera contente de savoir que vous avez quelque chose pour vous occuper pendant que vous êtes à l'hôpital. Il laissa chacune d'elles choisir 2 jouets. Sophie choisit la poupée de chiffon et un petit jeu de mémoire. Ale, après beaucoup de délibération, choisit un livre d'histoire avec des illustrations et un simple kit de dessin. De retour à l'hôpital, après une douche chaude dans les installations indiquées par l'infirmière, les filles semblaient transformées dans leurs nouveaux vêtements. Sophie ne cessait de lisser sa robe à fleurs, tandis qu'elle paraissait plus grande dans ses nouvelles baskets. Merci, dit Ale formellement quand elles furent de retour dans la salle d'attente. Yann sourit, ressentant une satisfaction qu'il n'avait jamais éprouvée avec aucune réussite professionnelle. Pas besoin de me remercier. Vous méritez de belles choses. L'après-midi se passa plus calmement. Les filles jouèrent avec leurs nouveaux jouets, alternant entre des moments d'amusement enfantin et des périodes d'inquiétude silencieuse où leurs yeux se tournaient vers la porte, attendant des nouvelles. Le docteur Roberts apparut vers 16 heures, apportant des nouvelles de Clara. Son état restait stable. Les médicaments fonctionnaient pour maintenir son cœur en activité pendant qu'ils attendaient un donneur. Demain, nous essaierons de réduire la sédation pendant une courte période, expliqua-t-il. Si tout se passe bien, vous pourrez lui parler quelques minutes. La nouvelle apporta une vague d'espoir. Les filles étaient excitées, faisant des plans sur ce qu'elles diraient à leur mère. « Je vais lui montrer ma nouvelle robe », s'exclama Sophie. « Et je lui dirai qu'on a été sage », ajouta Ale, toujours soucieuse des responsabilités. La nuit tomba, apportant avec elle ce lourd sentiment de temps suspendu qui semble imprégner tous les hôpitaux après la tombée de la nuit. Les couloirs devinrent plus calmes, les lumières plus douces. La tension, cependant, restait constante. Chaque fois qu'une alarme retentissait quelque part, les filles se figeaient, craignant que cela ne soit lié à leur mère. « C'est difficile de dormir ici », commenta Ale en regardant l'horloge murale qui indiquait 21h30. Yann était d'accord. Les nuits à l'hôpital semblaient interminables, surtout pour de jeunes enfants. « Et si on lisait un peu ton nouveau livre ?» suggéra-t-il en désignant le livre d'histoire qu'Ale avait choisi. Ses yeux s'illuminèrent. « Tu vas nous lire une histoire ?» Bien sûr, répondit Yann en prenant le livre qu'elle lui tendait. Les filles s'installèrent dans les lits de fortune sur les fauteuils. Sophie serrant sa nouvelle poupée. Ale avec ses yeux attentifs fixés sur le livre. Yann commença à lire l'histoire d'un petit ours qui s'était perdu dans la forêt et avait trouvé de nouveaux amis qui l'avaient aidé à rentrer chez lui. Sa voix, normalement utilisée pour diriger des conseils d'administration et négocier des contrats de plusieurs millions de dollars, s'adoucit maintenant dans les inflexions des différents personnages, faisant des pauses dramatiques au bon moment, faisant rire les filles au passage amusant. Sophie s'endormit avant la fin, mais elle tint jusqu'à la dernière page, quand le petit ours fut enfin réuni avec sa famille.
Ça t'a plu? Demanda Yann en fermant le livre. Ale hocha la tête, les yeux lourds de sommeil. Tu lis presque aussi bien que maman, dit-elle, ce que Yann prit comme le plus grand compliment possible. Alors qu'il bordait la couverture autour d'elle, Ale le surprit en lui tenant la main. Merci de ne pas nous avoir laissés seuls, dit-elle à voix basse avant de fermer les yeux. Yann resta assis, immobile un instant, la petite main d'Ale toujours dans la sienne. La simplicité de ce merci le frappa avec une force inattendue. Dans les semaines précédant cette rencontre fortuite, il avait conclu 3 gros contrats, acheté un yacht et été mentionné dans un magazine économique de premier plan. Rien de tout cela ne lui avait procuré un millième de la satisfaction qu'il ressentait avec ces simples mots. Assis là, dans le silence de la nuit d'hôpital, à regarder les 2 filles dormant enfin paisiblement, Yann commença à réexaminer tout ce qu'il avait considéré comme important dans sa vie. Le vide qu'il ressentait, même entouré de luxe et de succès, l'absence de lien réel, le sentiment constant que quelque chose d'essentiel manquait. Une infirmière entra silencieusement pour vérifier s'ils avaient besoin de quelque chose. « Elles se sont enfin endormies, » murmura Yann. L'infirmière sourit. « Vous êtes un bon père ?» commenta-t-elle avant de partir. Yann ne la corrigea pas. « Père !» Un mot qu'il n'avait jamais considéré en relation avec lui-même. Son style de vie trépidant, exclusivement axé sur les réussites professionnelles, n'avait jamais laissé de place à des pensées de famille. Il regarda Ale et Sophie, si vulnérables dans leur sommeil. Il n'était pas leur père, juste un étranger qui avait croisé leur chemin par hasard. Mais au cours des 3 derniers jours, il avait ressenti plus de but que pendant des années d'ascension professionnelle. Les premières heures du matin s'écoulèrent lentement. Yann resta éveillé, réfléchissant. Dehors, par la fenêtre, la ville brillait de ses lumières lointaines, indifférente aux petits drames humains qui se déroulaient entre ces murs d'hôpital. À un moment donné, Yann s'endormit dans le fauteuil inconfortable. Il rêva de sa propre mère, non pas malade comme dans ses cauchemars habituels, mais souriante comme sur les rares photos qu'il gardait. Dans le rêve, elle regardait les 2 filles endormies puis lui, avec une expression d'approbation que Yann ne se souvenait pas d'avoir vue dans la vie. Il se réveilla en sursaut au son de son téléphone. C'était son assistante qui voulait savoir quand il serait de retour au travail, mentionnant des réunions importantes et des décisions en suspens. « Je ne sais pas quand je reviendrai, » répondit-il, gardant sa voix basse pour ne pas réveiller les filles. « Reportez tout. C'est plus important. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse protester. Pour la première fois de sa carrière, Yann Blackwood avait placé quelque chose au-dessus du travail, et étonnamment, il ne ressentait aucun remords. Le lendemain serait crucial. Clara pourrait être brièvement réveillée de la sédation. Les filles pourraient enfin parler à leur mère, même si ce n'était que pour quelques minutes. Et Yann. Yann n'avait aucune idée de ce qu'il dirait à la femme qui, sans le savoir, avait déclenché une révolution dans sa vie. Il regarda les filles endormies et fit une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, il ne les laisserait pas affronter cela seul. D'une manière ou d'une autre, il trouverait un moyen d'aider Clara et ses filles, non seulement maintenant dans l'urgence, mais après, en s'assurant qu'elles n'auraient plus jamais à choisir entre faire des crêpes et avoir assez pour dîner. La nuit commençait enfin à céder la place à un nouveau jour, un jour qui, espérait Yann, apporterait un peu de lumière à cette famille dévastée par la maladie et la pauvreté, et peut-être à lui-même aussi. Une semaine s'était écoulée depuis que Yann avait rencontré Ale et Sophie à l'hôpital. 7 jours qui avaient complètement transformé sa perception du monde. Cette nuit-là, pendant que les filles dormaient dans leur fauteuil de fortune, Yann sortit dans le couloir de l'hôpital, ayant besoin d'un moment pour respirer. L'horloge indiquait 3h17 du matin. L'hôpital était entré dans ces heures étranges où le temps semblait figé. Des infirmières se déplaçant silencieusement entre les chambres, des machines émettant des bips à un rythme régulier, des lumières fluorescentes projetant des ombres pâles dans les couloirs vides. Yann se dirigea vers la grande fenêtre au bout du couloir. Dehors, la ville brillait, indifférente aux petits drames qui se déroulaient entre ses murs. Son reflet dans la vitre le surprit, mal rasé, avec de profonds cernes sous les yeux, les cheveux en désordre, méconnaissable par rapport au dirigeant impeccable d'il y a une semaine. Il sortit son téléphone de sa poche. Des dizaines de mails non lus, de messages vocaux du conseil d'administration, de rappels de réunions manquées. Son empire continuait de tourner même sans lui. Cette prise de conscience fut une révélation. Tout ce qu'il avait construit avec tant d'efforts se poursuivait indépendamment de sa présence, remplaçable, dispensable. Il retourna dans la salle d'attente et observa les filles dormir. Sophie serrait sa nouvelle poupée comme si c'était un trésor, son visage détendu dans le sommeil profond des enfants.
Alais dormait plus agité, sa main serrant toujours la boîte en bois même dans son sommeil. Une vérité limpide le frappa. Dans toute sa vie de réussite, d'appartements de luxe, de voitures importées et de comptes en banque solides, il n'avait jamais possédé quoi que ce soit qui comptait vraiment. Rien qui ne puisse être acheté, vendu ou remplacé. Ce qu'il avait, c'était des choses, des objets chers, des propriétés de valeur, des investissements rentables. Ce qu'il n'avait pas, c'était un but. Yann s'assit lentement dans le fauteuil à côté des filles. Ses pensées furent interrompues quand Alais s'agita dans son sommeil, murmurant « Maman » d'une voix brisée qui lui fendit le cœur. Instinctivement, Yann posa sa main sur la sienne, un geste simple qui la calma immédiatement. C'est à ce moment-là, dans le silence de l'aube hospitalière, que Yann prit sa décision. Ce n'était pas quelque chose de calculé ou de planifié comme les stratégies d'entreprise qui dominaient sa vie professionnelle. C'était une certitude née d'un endroit oublié en lui. « Je vous protégerai », murmura-t-il si bas qu'il n'était même pas sûr de l'avoir dit à voix haute. Quoi qu'il arrive. La promesse flotta dans l'air, invisible mais concrète. Yann savait que sa vie avait changé de manière irrévocable. Même si Clara se rétablissait complètement, ce qu'il priait pour qu'il arrive, il ne pourrait pas simplement redevenir celui qu'il était avant. Il ne pourrait pas oublier ce dont il avait été témoin, le courage silencieux de ses enfants, la dignité au milieu de la pauvreté, l'amour authentique qu'elle partageait. Il se souvint de sa propre enfance après avoir perdu sa mère, des années en foyer d'accueil, de la solitude étouffante, du sentiment constant de n'appartenir nulle part. La douleur qui l'avait transformé en un adulte concentré uniquement sur l'accumulation de sécurité financière, comme si assez d'argent pouvait combler le vide laissé par l'amour perdu. Il ne permettrait pas à Alais et Sophie de traverser cela. Jamais. Le matin arriva lentement, la pâle lumière de l'aube filtrant à travers les stores. Sophie fut la première à se réveiller, se frottant les yeux et regardant autour d'elle, momentanément confuse quant à l'endroit où elle se trouvait. Quand elle vit Yann, elle sourit, un sourire simple et confiant qui en disait plus que n'importe quel mot. « Bonjour, monsieur l'ami », dit-elle, la voix encore endormie. « Bonjour, princesse », répondit Yann. « Bien dormi ?» Sophie hocha la tête, serrant sa poupée. « J'ai rêvé que maman faisait des crêpes. » Yann sourit, ressentant une vague de tendresse qui le surprit par son intensité. « Peut-être qu'on pourra faire des crêpes quand ta maman ira mieux. » Alais se réveilla ensuite, immédiatement alerte comme toujours. Son premier réflexe fut de vérifier la boîte en bois, s'assurant qu'elle était toujours en sécurité. « Des nouvelles de maman ?» demanda-t-elle, pratique comme à son habitude. « Rien de nouveau. Le docteur Roberts devrait passer bientôt pour nous dire comment elle a passé la nuit. » Alors que les filles se préparaient dans leurs nouveaux vêtements, Yann observait leurs mouvements, la façon dont elles prenaient soin l'une de l'autre. Alais aidant Sophie à lasser ses chaussures. Sophie arrangeant les cheveux de sa sœur aînée. L'intimité entre elles n'est non seulement des liens du sang, mais de la nécessité de survie. Le docteur Roberts apparut 1 heure plus tard, apportant des nouvelles prudemment optimistes. Clara avait passé une bonne nuit. Ses signes vitaux étaient stables et elle avait bien répondu à la réduction partielle de la sédation effectuée pendant la nuit. Si tout continue comme ça, nous pourrons peut-être autoriser une visite rapide cet après-midi, les informa le médecin. Les filles accueillirent la nouvelle avec un mélange d'anxiété et de joie. Yann sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Il devait les préparer à ce qu'elles allaient voir, à l'état fragile de leur mère, aux limites de cette rencontre. Alors qu'il aidait Sophie à se peigner, la préparant pour le moment où elle verrait sa mère, Yann réalisa que quelque chose avait changé en lui. Le sentiment de vide qui l'avait accompagné pendant des années, même au milieu du succès professionnel, avait été remplacé par quelque chose de nouveau, un véritable but. Il ne s'agissait pas seulement d'aider financièrement ou d'assurer le meilleur traitement médical pour Clara. Il s'agissait d'être présent, d'offrir non seulement des ressources mais lui-même, de construire quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Un lien, la confiance, la sécurité émotionnelle. Yann Blackwood, le PDG impitoyable, le négociateur calculateur, le célibataire endurci qui appréciait sa liberté par-dessus tout, disparaissait lentement. À sa place, quelqu'un qu'il ne reconnaissait même pas encore émergeait. Un homme capable de raconter des histoires pour s'endormir, de peigner les cheveux d'un enfant et de faire des promesses qu'il avait l'intention de tenir à tout prix. Alais s'approcha, tenant un dessin qu'elle avait fait avec son nouveau kit. 4 personnages se tenant la main sous un soleil éclatant. « C'est pour maman », expliqua-t-elle. « C'est nous, moi, Sophie, maman, et toi. » Yann sentit sa gorge se serrer.
Ce simple dessin enfantin confirmait ce que son cœur savait déjà. Il avait trouvé un endroit où il appartenait, une famille qui l'avait accueilli sans poser de questions, sans exiger de référence ou de réalisation. « Tu crois qu'elle va aimer ?» demanda Haley avec une rare insécurité dans sa voix. « Elle va adorer, répondit Yann. Absolument certain. À ce moment-là, en contemplant le dessin coloré entre ses mains, Yann sentit la première graine d'un véritable changement germer en lui, un but clair et authentique qui ne pouvait être mesuré en chiffres ou souligné dans les rapports annuels. Enfin, après des années à construire une forteresse de succès matériel, Yann Blackwood avait trouvé quelque chose de réel à protéger. Le matin du 10e jour à l'hôpital apporta un changement subtil dans l'air. Yann le remarqua dès qu'il ouvrit les yeux. Le poids oppressant de l'attente semblait un peu plus léger. Les filles dormaient encore. Sophie, la joue pressée contre le bras du fauteuil, allait recroquevillée comme un petit escargot sous la couverture. Le couloir de l'hôpital était plus animé que d'habitude. Des infirmières passaient en hâte, échangeant des informations à voix basse. Yann se leva, étirant ses muscles endoloris après une autre nuit sur la chaise inconfortable. Au cours de la semaine, il avait réussi à obtenir des matelas pour que les filles dorment, mais pour lui-même, il maintenait la routine spartiate, comme si l'inconfort physique était une petite pénitence pour des années d'indifférence. Monsieur Blackwood appela une infirmière en s'approchant à pas rapides. Le docteur Roberts vous cherche. Il est dans la chambre de Clara. Yann sentit un nœud dans son estomac. Ces derniers jours, les nouvelles avaient toujours été les mêmes. Stable, ce mot qui signifiait à la fois pas mieux et pas pire. Qu'est-ce qui aurait pu changer? Les filles dorment encore, répondit-il. Dois-je les réveiller? Le médecin a dit qu'il aimerait parler à tout le monde, mais il peut vous parler d'abord. Yann hésita, regardant les enfants endormis. Il décida de ne pas les déranger pour l'instant. Elles avaient déjà fait face à assez d'anxiété. Je vais les surveiller, proposa l'infirmière, remarquant son inquiétude. D'un dernier regard aux filles, Yann suivit l'infirmière dans le couloir en direction de l'USIC. Son cœur battait plus vite à chaque pas. En 10 jours, il avait développé une étrange routine. Il travaillait à distance pendant quelques heures pendant que les filles dessinaient ou lisaient, parlait avec les médecins, s'assurait que tout le monde mangeait correctement et lisait des histoires avant de dormir. Une vie complètement différente de celle qu'il menait auparavant, et pourtant étrangement naturelle. Le docteur Roberts se tenait au chevet de Clara, analysant les moniteurs et prenant des notes. Quand il vit Yann, son visage s'éclaira de ce qui ressemblait à un sourire contenu. La première expression positive que Yann avait vue sur le médecin depuis le début de ce cauchemar. Monsieur Blackwood salua le médecin en leur faisant signe de passer dans le couloir. J'ai des nouvelles. Yann le suivit, se préparant à tous les scénarios. Son état s'est amélioré, dit le docteur Roberts, son expression visiblement soulagée. Les médicaments fonctionnent mieux que ce que nous espérions. Sa fonction cardiaque est toujours compromise, mais nous avons atteint une stabilité significative. Qu'est-ce que ça veut dire en termes pratiques? Demanda Yann, méfiant des espoirs prématurés. Ça veut dire que si un cœur compatible devient disponible, elle peut subir l'opération, expliqua le médecin. Il y a une semaine, je n'aurais pas été sûr qu'elle puisse supporter l'opération. Maintenant, je suis confiant qu'elle le peut. Yann sentit ses jambes faiblir légèrement. Il s'appuya contre le mur, absorbant l'information. Et quelles sont les chances de trouver un cœur? C'est toujours une attente difficile, je ne vais pas mentir. Mais l'amélioration de son état nous donne plus de temps. Et le temps, c'est tout quand il s'agit de greffe. Est-elle réveillée? Oui, confirma le médecin. Nous avons considérablement réduit la sédation la nuit dernière. Elle est consciente, faible, mais lucide. Elle a immédiatement demandé ses filles. Yann hocha la tête, ressentant une vague de soulagement mêlé d'appréhension. Clara était réveillée. Après 10 jours, il pourrait enfin rencontrer la femme dont il s'occupait des filles. « Je vais chercher les filles, dit-il. Quand il retourna dans la salle d'attente, Haley était déjà réveillée, organisant méthodiquement ses crayons de couleur. Sophie dormait encore. « Bonjour, dit Yann, essayant de contenir l'émotion dans sa voix. « J'ai des nouvelles. » Haley leva immédiatement les yeux vers lui, alerte. « C'est maman? Il s'est passé quelque chose ?» De bonnes nouvelles, l'assura rapidement Yann. Le médecin a dit qu'elle va mieux, beaucoup mieux. Haley laissa tomber ses crayons, les yeux écarquillés. Elle va s'en sortir? Elle aura toujours besoin d'un nouveau cœur,
expliqua Yann, toujours honnête avec les filles, mais elle est plus forte maintenant. Et il fit une pause, sachant à quel point la prochaine information serait importante. Elle est réveillée et elle veut vous voir. Ale se figea une seconde, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Puis, dans un mouvement soudain, elle sauta de sa chaise et courut secouer sa sœur. « Sophie, réveille-toi. Maman va mieux. On peut la voir. » Sophie se réveilla confuse, clignant des yeux plusieurs fois avant de comprendre ce que disait Ale. Quand elle comprit enfin, son visage s'illumina comme un petit soleil. « Maintenant, on peut y aller maintenant ?» Yann sourit, contaminé par leur joie. « Oui, tout de suite. Mais d'abord, préparons-nous. D'accord ? Votre maman voudra vous voir jolie. » Ce fut une petite agitation. Se brosser les dents dans la salle de bain de l'hôpital, se peigner, changer de vêtements. Sophie insista pour porter la robe à fleurs que Clara n'avait pas encore vue. Ale choisit sa chemise la plus colorée, celle qui rendait ses yeux plus brillants. « Tu crois que maman va aimer mes cheveux comme ça ?» demanda Sophie, exhibant la coiffure que Yann avait appris à faire, une simple tresse nouée avec un ruban bleu. « Elle va adorer », l'assura-t-il en ajustant le nœud. Quand elles furent prêtes, Ale prit la boîte en bois qu'elle n'abandonnait jamais. Elle la tenait à deux mains comme si elle portait quelque chose d'infiniment précieux. « Je vais montrer à maman que je l'ai gardée en sécurité », expliqua-t-elle, remarquant le regard de Yann. Le trajet jusqu'à la chambre de Clara semblait interminable. Les filles marchaient plus lentement maintenant, l'excitation initiale remplacée par un mélange de joie et de nervosité. Yann les guida doucement, une main sur chacun de leurs dos, offrant la sécurité silencieuse de sa présence. « Et si elle a l'air différente ?» murmura Ale alors qu'elles approchaient. « Elle est toujours la même personne », l'assura Yann. « Elle est juste faible et a besoin de beaucoup de repos. »« Est-ce qu'elle pourra rentrer à la maison avec nous ?» demanda Sophie. « Pas tout de suite, princesse. Elle doit encore rester à l'hôpital jusqu'à ce qu'elle ait un nouveau cœur. » Sophie hocha la tête, acceptant l'explication avec une résignation que Yann trouvait toujours surprenante chez une si jeune enfant. Quand ils atteignirent la porte de la chambre, Clara avait été transférée de l'USIC à une chambre privée le matin même. Le docteur Roberts les attendait. « Rappelez-vous, une visite courte. Elle est très faible et ne doit pas s'agiter », les instruisit-il gentiment. « Mais elle est impatiente de vous voir. » Ale et Sophie hochèrent la tête solennellement, assumant la responsabilité comme de petites adultes. Yann se prépara à attendre dehors, laissant à la famille l'intimité de leur retrouvaille. « Vous voulez entrer seul ?» demanda-t-il. À sa surprise, elles secouèrent toutes les deux la tête. « Tu viens aussi » dit Sophie en lui prenant fermement la main. « Maman doit te rencontrer » ajouta sérieusement Ale. Yann acquiesça d'un signe de tête, trop ému pour parler. La chambre était simple mais confortable, l'une des meilleures de l'hôpital. Grâce à l'influence et aux ressources de Yann, la lumière entrait tamisée par les rideaux à moitié tirés, créant une atmosphère chaleureuse. Au centre se trouvait le lit où reposait Clara, connectée à moins de machines maintenant, mais toujours constamment surveillée. Quand la porte s'ouvrit, elle tourna son visage vers le son. Ses yeux, de la même teinte de brun que ceux d'Ale, étaient fatigués mais alertes. En voyant ses filles, son visage se transforma, la fatigue laissant place à un sourire lumineux qui semblait éclairer toute la pièce. « Mes amours, dit-elle, sa voix faible mais claire. »« Maman !» Sophie fut la première à courir, s'arrêtant brusquement à côté du lit, se souvenant au dernier moment qu'elle devait être prudente. Ale avança plus lentement, la boîte fermement tenue dans ses mains, les yeux fixés sur sa mère comme si elle essayait d'absorber chaque détail. Clara tendit les bras, tremblant légèrement sous l'effort. Les filles s'approchèrent, et elle les serra dans ses bras avec le peu de force qu'elle avait. « Vous m'avez tellement manqué », murmura Clara, des larmes silencieuses coulant sur son visage pâle. Yann resta à la porte, se sentant soudain comme un intrus dans ce moment sacré. Il pensa à reculer, à leur donner de l'intimité. Mais avant qu'il ne puisse bouger, Clara leva les yeux et le vit. C'est à ce moment-là que tout changea. Son sourire se figea, remplacé par une expression complexe, surprise, reconnaissance, et quelque chose qui ressemblait à de la honte. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, et elle ajusta instinctivement le drap sur elle comme pour essayer de paraître plus présentable. « Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur ?» demanda-t-elle d'une voix faible mais claire. Yann fronça les sourcils, confus. La façon dont elle parlait suggérait qu'elle le connaissait, mais il ne se souvenait pas de l'avoir déjà vu. « Je suis désolé, nous nous connaissons ?» demanda-t-il en faisant un pas hésitant dans la chambre. Clara détourna brièvement le regard,
une légère rougeur tintant ses joues pâles. Je travaillais comme femme de ménage dans le bâtiment de votre entreprise, expliqua-t-elle avec difficulté. J'ai été licenciée il y a quelques mois. Yann eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Un silence gênant emplit la pièce. Maintenant, il comprenait les pièces manquantes de l'histoire. Clara avait été l'une des employées de la société de nettoyage sous-traitante que son équipe administrative avait renvoyée lors de récentes réductions de coûts. Il avait lui-même signé le mémo autorisant la réduction de personnel, sans jamais penser aux vraies personnes affectées par cette décision commerciale. Il ne l'avait jamais vraiment regardée, aucune d'entre elles. Le personnel de nettoyage était invisible dans son monde d'entreprise, des personnes sans nom qui apparaissaient et disparaissaient quand personne ne regardait, gardant tout immaculé sans jamais être remarqué. Le monsieur Lamy s'est occupé de nous tous les jours, maman, interrompit Sophie, inconsciente de la tension dans l'air. Il nous a acheté de nouveaux vêtements et nous raconte des histoires avant de dormir. Et de la nourriture, ajouta Haley, pratique comme toujours. Et il a fait en sorte que les médecins s'occupent bien de toi. Clara regarda ses filles puis de nouveau Yann, la confusion évidente sur son visage fatigué. Pourquoi, demanda-t-elle finalement, sa voix presque un murmure. Pourquoi feriez-vous ça pour nous? La question flotta dans l'air, lourde de sens. Yann s'approcha lentement du lit, sentant le poids du regard de Clara. Il n'y avait pas de réponse simple. Comment pouvait-il expliquer que la rencontre avec ses filles avait changé quelque chose de fondamental en lui? Comment pouvait-il justifier que, après avoir ignoré son existence quand elle travaillait pour lui, il était maintenant complètement impliqué dans leur vie? J'étais à l'hôpital quand vos filles sont arrivées avec vous, commença-t-il, choisissant ses mots avec soin. J'ai vu Haley offrir l'argent de la boîte au médecin, voulant vous acheter un nouveau cœur. Clara regarda Haley, qui tendit maintenant la boîte comme preuve qu'elle avait gardé le trésor familial en sécurité. Je l'ai gardé en sécurité, maman. Je n'ai rien dépensé. Clara tendit la main, touchant la boîte avec révérence. Mon amour, tu as fait ça? Haley hocha la tête sérieusement. Mais ce n'était pas assez. Alors le monsieur Lamy a dit qu'il aiderait. Yann sentit à nouveau le poids du regard de Clara. Il y avait tant de questions non posées dans ses yeux fatigués. Soupçon, confusion, gratitude. Je voulais aider, dit simplement Yann. J'avais besoin d'aider. Vous ne m'avez pas reconnu, observa Clara. Non, admit Yann, la honte évidente dans sa voix. Je n'ai jamais vraiment regardé les gens qui travaillaient dans le bâtiment. Un autre silence. Yann réalisa à quel point ces mots étaient inadéquats, insuffisants pour expliquer la transformation qui s'était produite en lui. Mais maintenant je vois, continua-t-il, sa voix plus ferme. Et je ne peux pas défaire le passé, mais je peux faire mieux maintenant. Prenant une décision, il se rapprocha et prit doucement la main de Clara. Il sentit à quel point elle était fragile, ses doigts fins marqués par des années de dur labeur. Ça n'a pas d'importance maintenant, dit-il avec sincérité. Je veux juste que vous vous reposiez tranquillement. Je suis venu pour aider et je continuerai à aider aussi longtemps qu'il le faudra. Les yeux de Clara se remplirent de larmes. Elle ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, mais aucun son ne sortit. Elle secoua simplement la tête, trop émue pour parler. Est-ce que maman pleure parce qu'elle est contente? Demanda Sophie, inquiète. Clara réussit à sourire à travers ses larmes. Oui, mon amour. Parfois, on pleure aussi quand on est heureux. Les filles se blottirent plus près de leur mère, faisant attention de ne pas la blesser. Yann recula d'un pas, leur laissant de l'espace pour leur moment en famille. Il observa la scène. Clara serrant ses filles dans ses bras. Haley tenant toujours la boîte. Sophie bavardant sur les histoires que Yann racontait avant de dormir. Le docteur Roberts apparut à la porte, faisant un signe discret que leur temps était écoulé. Yann hocha la tête en signe d'assentiment. Les filles, nous devons laisser votre maman se reposer un peu maintenant, dit-il doucement. Mais on vient juste d'arriver, protesta Sophie. Et nous pouvons revenir plus tard, l'assura Yann. Votre maman a besoin de reprendre des forces. Clara regarda Yann avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. La gratitude mêlée à quelque chose de plus complexe. Merci, dit-elle simplement, de vous être occupé d'elle, pour tout. Yann hocha la tête, incapable d'exprimer avec des mots à quel point ces 10 jours avaient signifié pour lui aussi. Comment pouvait-il dire qu'en essayant de sauver leur mère, il avait lui-même été sauvé d'une certaine manière? Nous reviendrons bientôt, promit-il. En guidant les filles hors de la chambre, Yann sentit un poids se lever.
Clara allait mieux. Il y avait un long chemin à parcourir, mais pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, il y avait un réel espoir. Dans le couloir, Sophie lui prit la main. « Maman t'aimera bien quand elle te connaîtra mieux », déclara-t-elle avec la certitude absolue des enfants. Yann sourit, surpris par la perspicacité de la petite. « Tu crois ?» Sophie hocha la tête solennellement. « Oui, parce que tu es le monsieur l'ami, et tout le monde aime les amis. » La simplicité de la logique de l'enfant le toucha profondément. En retournant à la salle d'attente, Yann réfléchit au chemin étrange que la vie prend parfois. Il n'aurait jamais imaginé qu'il serait appelé un ami par quelqu'un à qui il avait involontairement causé des difficultés. Mais les enfants voyaient la vérité plus clairement que les adultes, pensa-t-il. Et la vérité était que, d'une manière ou d'une autre, il avait trouvé un lien plus significatif avec ses deux petites filles et leur mère malade qu'avec quiconque dans sa vie d'adulte jusqu'à présent. Le téléphone sonna à 3h47 du matin. Yann se réveilla en sursaut, répondant avant même d'avoir complètement ouvert les yeux. Il dormait maintenant dans un fauteuil inclinable que le personnel de l'hôpital avait fourni à côté des filles, qui avaient enfin des lits de fortune décents dans la salle d'attente. Monsieur Blackwood. La voix du docteur Robert semblait différente, une urgence contrôlée qui fit immédiatement redresser Yann. Oui, docteur, il s'est passé quelque chose. Un cœur compatible est devenu disponible. Les mots flottèrent dans l'air comme une promesse impossible. Un hôpital de Denver a contacté le réseau de transplantation il y a 20 minutes. Les caractéristiques sont compatibles avec Clara. Nous confirmons les derniers détails, mais nous devons tout préparer maintenant. Yann sentit un frisson lui parcourir l'échine. Après 2 semaines d'attente, la nouvelle arrivait au moment où il s'y attendait le moins. Combien de temps avons-nous ? L'organe arrivera dans environ 2 heures. L'équipe est déjà mobilisée. Nous devons préparer Clara immédiatement. Nous serons là dans 5 minutes. Yann raccrocha et regarda les filles endormies. Il hésita un instant. Fallait-il les réveiller pour une nouvelle aussi importante, ou pouvaient-elles dormir un peu plus longtemps avant le tourbillon qui allait suivre ? Il opta pour l'honnêteté immédiate. Ces derniers jours, il avait appris qu'Alais et Sophie étaient bien plus fortes que leur taille ne le laissait supposer. Les filles, appela-t-il doucement, touchant chacune de leurs épaules. Réveillez-vous. J'ai des nouvelles importantes. Alais ouvrit les yeux immédiatement, toujours alerte. Sophie mit plus de temps, se frottant le visage avec ses petits poings. Qu'est-ce qu'il y a ? Demanda Alais, déjà assise dans son lit. Ils ont trouvé un cœur pour votre maman, dit Yann, gardant sa voix calme malgré l'émotion qu'il ressentait. Il est en route maintenant. Les yeux d'Alais s'écarquillèrent, soudainement réveillés. Un nouveau cœur, pour de vrai. Oui, le docteur Roberts vient d'appeler. Nous devons y aller maintenant. Ils vont préparer votre maman pour l'opération. Est-ce que maman va aller bien ? Demanda Sophie, encore endormie mais comprenant la gravité du moment. Les médecins feront de leur mieux, répondit honnêtement Yann. C'est la chance que nous attendions. Il n'y eut pas de temps pour plus de questions. Elles enfilèrent leurs chaussures, s'aspergèrent le visage d'eau et coururent vers la chambre de Clara. Le couloir, habituellement calme à cette heure, était en pleine effervescence. Des infirmières se déplaçaient rapidement, préparant du matériel, vérifiant les moniteurs. Clara était déjà réveillée à leur arrivée, entourée de médecins lui expliquant la procédure. Son visage montrait un mélange de peur et d'espoir, l'expression de quelqu'un qui voit une corde lancée après des semaines à la dérive. « Mes petites », dit-elle en voyant ses filles entrer dans la chambre. « Venez ici. » Les filles coururent vers le lit, faisant attention au tube et au fils. Yann se tenait à la porte, leur laissant de l'espace pour ce moment crucial. « Le docteur a dit qu'ils ont trouvé un nouveau cœur pour moi », expliqua Clara en caressant les cheveux de Sophie. « Je vais avoir une grosse opération, mais je serai mieux après. »« Combien de temps ça va prendre ?» demanda Alais, pratique comme toujours. « Plusieurs heures, » répondit le docteur Roberts, qui supervisait les préparatifs. « Votre mère dormira profondément pendant toute la procédure et ensuite, elle aura besoin de beaucoup de repos pour récupérer. » Clara regarda Yann, qui restait discrètement en arrière-plan. « Monsieur Blackwood. »« Yann » appela-t-elle, utilisant son prénom pour la première fois. « Pourriez-vous venir un instant ?» Il s'approcha, sentant le poids des regards de l'équipe médicale. Ces derniers jours, après la reconnaissance initiale, lui et Clara avaient parlé brièvement pendant les visites des filles, des conversations prudentes, remplies de sa gratitude et de son embarras, évoluant progressivement vers quelque chose de plus confortable.
Merci pour tout, dit Clara, sa voix basse mais ferme. De vous être occupé d'elle, d'être là. Vous n'avez pas à me remercier. Si, je le dois, insista TL. Et je veux vous demander une dernière chose. N'importe quoi. Occupez-vous d'elle pendant que je serai là-dedans. Elles vont avoir peur. Yann hocha la tête, sentant le poids de la confiance placée en lui. Je vous le promets. Une infirmière s'approcha, indiquant qu'il était temps. Clara serra ses filles dans ses bras une dernière fois, leur murmurant des mots d'amour et de courage. Puis elle regarda à nouveau Yann. Je reviendrai, dit-elle, plus pour les filles que pour lui. Nous attendrons, répondit Yann. Alors qu'ils emmenaient Clara, Sophie se mit à pleurer silencieusement. Allais resta stoïque, mais ses yeux révélaient une terreur qui brisa le cœur de Yann. Le docteur Roberts expliqua qu'il pouvait attendre dans une salle spéciale pour les familles des patients en chirurgie. C'était un environnement moins austère que la salle d'attente habituelle. Il y avait des canapés confortables, une télévision, quelques livres et une machine à café. Les premières heures furent les plus difficiles. Les filles étaient trop agitées pour se rendormir, mais trop fatiguées pour toute activité. Yann essaya de les distraire avec des jeux simples et des histoires, mais l'anxiété était palpable. Vers 7 heures du matin, Alès s'assit à côté de Yann, les yeux fixés sur la porte comme si elle s'attendait à voir le médecin apparaître à tout moment. Si elle ne se réveille pas, demanda-t-elle à voix basse, est-ce qu'on sera seul? La question frappa Yann comme un coup de poing. Ce n'était pas seulement de la peur. C'était une préoccupation pratique, le genre de pensée qu'aucun enfant de 5 ans ne devrait avoir à avoir. Il prit la petite main d'Alès dans la sienne. « Je ne vous laisserai jamais seul, dit-il, chaque mot rempli de conviction. Jamais. Alès étudia son visage pendant un long moment, comme pour évaluer la vérité de la promesse. Puis, dans un geste rare, elle posa sa tête sur son bras et ferma les yeux. D'accord, répondit-elle simplement. Les heures s'éternisèrent. Une infirmière apparaissait de temps en temps pour signaler que tout se déroulait comme prévu. Des mots vagues qui n'atténuaient pas l'anxiété, mais qui au moins n'apportaient pas de mauvaises nouvelles. À midi, Yann réussit à convaincre les filles de manger un peu. Sophie joua distraitement avec sa poupée pendant qu'elle dessinait dans son carnet, le même dessin encore et encore. 4 personnages se tenant la main sous un grand soleil éclatant. À 14h30, alors que l'attente était devenue insupportable, la porte s'ouvrit enfin. Le docteur Roberts entra, retirant sa charlotte chirurgicale. Son visage montrait des signes d'épuisement, mais ses yeux souriaient. L'opération a été un succès, annonça-t-il. Pendant un instant, personne ne bougea, comme si les mots étaient trop fragiles pour être dérangés. Puis Sophie poussa un cri de joie et Alès se leva d'un bond. « Est-ce que maman va bien ?» demanda Sophie, sautillant d'excitation. « Elle se remet très bien, confirma le médecin. Le nouveau cœur fonctionne déjà. Elle a besoin de se reposer, mais tout indique une récupération positive. »« On peut la voir ?» demanda Alès, toujours direct. « Elle est encore en salle de réveil. Dans quelques heures, elle sera transférée à l'USIC et vous pourrez la voir brièvement, mais elle sera très endormie. » Yann ressentit un soulagement si intense que ses jambes fléchirent. Il se rassit, essayant de traiter l'émotion écrasante. 3 heures plus tard, une infirmière vint les chercher. Clara avait été transférée à l'USIC, bien que toujours sous les effets de l'anesthésie, commençait à se réveiller. « Rappelez-vous, juste quelques minutes », les instruisit l'infirmière en les guidant. « Elle est très fragile. » La chambre de l'USIC était silencieuse, à l'exception du bip régulier des moniteurs. Clara semblait endormie, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme doux, un nouveau rythme, entraîné par un cœur qui, quelques heures auparavant, battait dans un autre corps. Les filles s'approchèrent prudemment, presque sur la pointe des pieds. « Maman !» appela Sophie, sa voix petite dans la grande pièce. Les yeux de Clara s'ouvrirent lentement, d'abord flous. Quand elle reconnut ses filles, ses lèvres se courbèrent en un faible sourire. « Mes amours !» marmonna-t-elle, sa voix rauque et lointaine. Les filles sourirent, des larmes de soulagement coulant sur leurs 2 visages. Prudemment, Sophie toucha la main de sa mère. Alès, plus audacieuse, se pencha et pressa son oreille contre la poitrine de Clara, écoutant les battements du nouveau cœur. « Merci » murmura Clara, ses yeux rencontrant ceux de Yann, qui observait la scène depuis le seuil. Alès resta la tête sur la poitrine de sa mère, les yeux fermés de concentration, comme pour confirmer que le danger était vraiment passé. Son petit corps se détendit enfin, ses épaules s'abaissant visiblement,
la tension de 2 semaines se dissipant à chaque battement fort et régulier qu'elle entendait. « Il fonctionne très bien », déclara-t-elle sérieusement en relevant la tête. Le nouveau cœur. Clara sourit à nouveau, ses yeux se fermant déjà de fatigue. Avant de s'endormir, elle murmura une fois de plus, « Merci de les avoir amenés, d'être là. » Les filles restèrent à ses côtés, la regardant dormir. Yann se tenait à la porte, témoin du moment où une famille commençait à se reconstituer. L'opération avait été un succès, mais le véritable nouveau départ ne faisait que commencer pour Clara, pour ses filles, et, d'une manière qu'il ne comprenait pas encore tout à fait, pour lui-même. 3 semaines après l'opération, Clara était prête à sortir. Sa convalescence avait dépassé les attentes. Le nouveau cœur fonctionnait bien, et les tests montraient des résultats prometteurs. Ce matin-là, Yann arriva à l'hôpital en apportant du chocolat chaud pour les filles, comme c'était devenu son habitude. Il les trouva concentrées sur un dessin qu'elle faisait à la petite table de la salle d'attente. « Bonjour », salua-t-il en posant les boissons sur la table. « Sur quoi travaillez-vous, vous deux ?» Sophie leva rapidement les yeux. « C'est une surprise », s'exclama-t-elle en couvrant le papier de ses mains. « Tu peux aller voir maman d'abord », suggéra Alais avec un léger sourire. Yann hocha la tête et se dirigea vers la chambre de Clara. Ces derniers jours, avec elle plus forte, ils avaient eu de vraies conversations, des conversations d'abord gênantes sur la façon dont elle avait été licenciée lors des réductions de personnel de son entreprise, sur la lutte pour trouver un autre emploi, sur les factures qui s'étaient accumulées. Clara ne l'avait jamais blâmée directement. « Ce sont des décisions d'affaires », avait-elle dit avec une dignité qui lui faisait honte. « Vous ne me connaissiez même pas, monsieur ?» Mais Yann la connaissait maintenant. Il connaissait la femme déterminée qui, même malade, donnait la priorité à ses filles, et Clara commençait aussi à le connaître. Pas le dirigeant impeccable, mais l'homme que ses filles appelaient Monsieur l'ami. À son retour de la chambre, les filles l'attendaient avec impatience, cachant quelque chose derrière leur dos. « On a fait quelque chose pour toi », annonça Sophie, contenant à peine son excitation. Alais s'avança et lui tendit un morceau de papier coloré. « C'est un cadeau pour te dire merci. » Yann prit le dessin, sentant une boule dans sa gorge. Sur la feuille, 3 personnages se tenant la main souriaient sous un ciel bleu éclatant. Au centre, c'était lui, flanqué d'Alais et de Sophie. En dessous, en lettres soigneusement formées, un message, « Merci d'avoir aidé à sauver notre maman. Tu es un ami spécial. » « J'ai fait les visages et le ciel, » expliqua fièrement Sophie. « Alais a fait le reste parce qu'elle écrit mieux. » Yann tenait le papier comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Dans sa vie de réussite matérielle, il n'avait jamais rien reçu qui le touche aussi profondément. « C'est parfait », réussit-il à dire, la voix épaisse d'émotion. « Maman a dit qu'elle pourra bientôt rentrer à la maison », commenta Alais. « Est-ce que tu viendras encore nous voir là-bas ?» La question le surprit. Ces derniers jours, Yann avait tout arrangé pour aider Clara à repartir à zéro. Un emploi convenable dans son entreprise, une assistance médicale, un soutien financier. Mais il n'avait pas réfléchi à ce que serait sa relation avec la famille par la suite. « Bien sûr que je viendrai », répondit-il avec certitude. « En fait, et si nous allions chez vous aujourd'hui pour tout préparer pour le retour de votre maman ? Elle aura besoin d'un endroit confortable pour continuer à se rétablir. » Les yeux des filles pétillèrent. « On peut y aller maintenant ?» demanda Sophie avec enthousiasme. « J'ai déjà parlé avec votre mère et les médecins. Elle sortira dans 2 jours. Nous avons le temps de tout préparer. » Après avoir dit au revoir à Clara, promettant de revenir en fin de journée, ils quittèrent l'hôpital pour la première fois depuis des semaines sans l'ombre de l'inquiétude. L'immeuble où elle vivait se trouvait dans un quartier modeste de la ville, 3 étages de briques apparentes, pas d'ascenseur, le portail ayant besoin d'une couche de peinture. Alais avait la clé cachée dans la poche de son manteau. « C'est au 2e étage », l'informa-t-elle. Appartement 2B. L'appartement était petit, un salon qui servait aussi de cuisine, une chambre que Clara partageait avec les filles, et une salle de bain exiguë. Tout était propre, mais montrait des signes d'usure, un canapé rapiécé, des rideaux délavés, des meubles clairement de seconde main. « On va devoir beaucoup nettoyer », déclara Alais en regardant autour d'elle. « Maman aime que tout soit bien rangé. Et elle aura besoin d'un endroit spécial pour se reposer, ajouta Sophie. Vous avez raison, acquiesça Yann. Faisons une liste de ce dont nous avons besoin. Ils passèrent l'heure suivante à planifier. Les filles lui montrèrent chaque coin de l'appartement, expliquant comment Clara organisait les choses.
Yann prenait des notes, impressionné par la clarté des observations des enfants. Au supermarché, ils remplirent 2 chariots de nourriture saine, de produits de nettoyage et d'articles de pharmacie de base. Yann regardait les filles discuter sérieusement des fruits que leur mère préférait, comparant les prix avec une conscience que des enfants de leur âge ne devraient pas avoir. Au grand magasin, ils achetèrent de nouveaux draps, des couvertures douces, des oreillers de qualité et un fauteuil inclinable pour que Clara puisse se reposer. Chez un fleuriste, ils choisirent un arrangement simple mais coloré pour la table. De retour à l'appartement, ils commencèrent la transformation. Yann aida à déplacer les meubles, créant un espace plus ouvert pour que Clara puisse se déplacer. Les filles nettoyèrent avec détermination, montrant qu'elles avaient l'habitude d'aider aux tâches ménagères. « Maman met toujours les choses comme ça », expliqua Ale en organisant les médicaments par leurs heures prévues. « Et elle aime quand il y a des fleurs », ajouta Sophie en plaçant l'arrangement au centre de la petite table. À la fin de l'après-midi, l'appartement était transformé. Ce n'était pas luxueux. C'était toujours le même espace modeste, mais maintenant il avait une atmosphère chaleureuse. Le garde-manger était plein. Le lit était fait avec des draps neufs, et le fauteuil était positionné près de la fenêtre où Clara pourrait profiter du soleil du matin. Yann regarda autour de lui, observant le résultat de leur travail. Les filles affichaient des expressions de fierté, admirant chaque détail qu'elles avaient préparé pour le retour de leur mère. « C'est joli, n'est-ce pas ?» demanda Sophie en lui tenant la main. « Très joli », acquiesça Yann. Debout là, au milieu de cette maison simple mais remplie d'amour, Yann ressentit une émotion différente de tout ce qu'il avait jamais connu. Tout au long de sa carrière, il avait conclu des contrats de plusieurs millions de dollars, été applaudi lors des assemblées d'actionnaires. Rien de tout cela, cependant, ne lui avait procuré le sentiment qu'il avait maintenant. Pour la première fois, il était absolument certain qu'il faisait quelque chose de vraiment important. Pas quelque chose qui générait des profits ou des titres de journaux, mais quelque chose qui faisait une réelle différence dans la vie de vraies personnes. « Tu penses que maman va aimer ?» demanda Ale, sa voix révélant une rare vulnérabilité. « Elle va adorer », l'assura Yann. « Vous avez fait un travail incroyable. » Sur le chemin du retour à l'hôpital, Yann regarda à nouveau le dessin qu'il avait reçu. 3 personnages se tenant la main sous un ciel bleu. Un simple symbole de connexion humaine qui valait plus que tous les symboles de statut qu'il avait accumulés au fil des ans. Il plaça soigneusement le papier dans la poche intérieure de sa veste, près de son cœur, et continua de conduire, impatient de raconter à Clara la transformation de l'appartement, et peut-être aussi la transformation qui s'opérait en lui. Le jour de la sortie de l'hôpital arriva avec un ciel bleu et ensoleillé, comme si la nature elle-même célébrait le retour de Clara à la maison. Yann se gara devant l'hôpital, vérifiant pour la 3e fois qu'il avait tout apporté, le fauteuil roulant emprunté, des coussins supplémentaires pour la voiture, de l'eau et les premiers médicaments que Clara devrait prendre pendant le trajet. Dans la chambre, elle était déjà habillée, non pas en blouse d'hôpital, mais avec des vêtements simples que les filles avaient soigneusement choisis, un chemisier bleu clair et un pantalon de survêtement confortable. Son visage, bien que toujours pâle, avait assez de couleur pour montrer que la vie était revenue dans ce corps qui avait presque abandonné. « Je suis prête », dit Clara quand Yann entra, sa voix un mélange d'anxiété et de détermination. Le docteur Roberts donna ses dernières recommandations pendant qu'une infirmière aidait Clara à s'installer dans le fauteuil roulant. Ale et Sophie rebondissaient partout, contenant à peine leur excitation. « Rappelez-vous, pas d'effort physique, du repos fréquent, des médicaments aux heures exactes », souligna le médecin en tendant à Yann un dossier avec toutes les instructions. « Revenez pour les contrôles hebdomadaires. » Le trajet jusqu'à la voiture ressemblait à une petite procession. L'infirmière poussant le fauteuil, Yann portant les sacs, les filles marchant à côté de leur mère, une de chaque côté comme de petites gardiennes. « On rentre à la maison, maman », répétait Sophie tous les quelques pas comme si elle avait besoin de confirmer que c'était réel. Quand ils arrivèrent au petit immeuble, Yann se gara aussi près que possible de l'entrée. Sans hésitation, il souleva Clara dans ses bras, ignorant ses protestations qu'elle pouvait essayer de marcher en s'appuyant sur lui. « Ordre du médecin », dit-il fermement. Pas d'effort la première semaine. Il la porta dans les escaliers comme si elle ne pesait rien, pendant que les filles couraient devant pour ouvrir la porte. Quand ils entrèrent, Clara eut le souffle coupé. Le simple appartement qu'elle avait quitté des semaines auparavant était transformé, propre, organisé, avec de petites touches qui le rendaient accueillant. Des coussins colorés sur le canapé, de nouveaux rideaux laissant entrer la lumière naturelle, des fleurs fraîches sur la table. « Vous avez fait tout ça ?» demanda-t-elle, la voix épaisse d'émotion.
On a aidé, répondit fièrement Ale. Yann nous a montré comment faire. Yann installa soigneusement Clara sur le canapé, ajustant les coussins pour la mettre à l'aise. Il commença immédiatement à organiser les médicaments sur la petite étagère du salon, les regroupant par heure d'administration, exactement comme le médecin l'avait indiqué. 6 types différents, chacun avec son propre horaire, expliqua-t-il en lui montrant le système de code couleur qu'il avait créé. Les gélules bleues le matin avec le café, les blanches après le déjeuner, et ainsi de suite. Clara observait avec un mélange de gratitude et d'étonnement. L'homme élégant et puissant, qui n'avait jamais remarqué son existence quand elle nettoyait son bureau, était maintenant ici, dans son petit appartement, organisant des médicaments avec la précision d'un pharmacien. Tout au long de l'après-midi, Yann resta à leur côté, s'occupant de chaque détail. Il remplaça les fleurs sur la table par des plus fraîches qu'il avait apportées. Il vérifia le garde-manger pour s'assurer qu'il ne manquait rien. Il ajusta la hauteur du canapé pour que Clara puisse atteindre son eau et ses livres sans effort. « Vous n'avez pas à faire tout ça, » dit Clara en le regardant ajuster la lumière pour qu'elle ne la dérange pas. « Je sais, » répondit-il simplement. « Je veux le faire. » Alors que le soir approchait, Yann demanda aux filles, « Et si on préparait le dîner ensemble ? Quelque chose de spécial pour fêter le retour de maman. » Les yeux de Sophie s'illuminèrent. « Je peux aider à faire le jus ? Et moi, je peux couper les légumes, » proposa Ale. « Maman m'a déjà appris à utiliser le petit couteau. » La minuscule cuisine devint encore plus petite avec eux trois y travaillant. Yann montra à Ale comment couper les légumes en toute sécurité tandis que Sophie pressait des oranges avec une concentration intense, la langue sortant du coin de la bouche sous l'effort. Ensemble, ils préparèrent un dîner simple mais soigneusement préparé, du poulet rôti avec des pommes de terre, des légumes frais, du pain que Yann avait acheté à la meilleure boulangerie de la ville, et le jus d'orange de Sophie servi fièrement dans une carafe en verre. La petite table était couverte de plats qui semblaient plus délicieux qu'ils ne l'étaient réellement, simplement parce qu'ils avaient été préparés avec tant d'amour. Clara fut aidée avec soin à s'asseoir à table, où elle regarda ses filles servir la nourriture avec le sérieux de quelqu'un accomplissant une tâche importante. Pendant qu'ils mangeaient, Clara regarda autour d'elle, ses filles souriant, l'appartement organisé, beaucoup de nourriture sur la table, et elle sentit pour la première fois depuis longtemps que malgré toute la souffrance, ce moment était un pur espoir. Yann, qui observait discrètement ses réactions, leva les yeux et dit d'une voix calme. « Quand vous serez complètement rétabli, je veux que vous reveniez travailler avec moi, mais pas comme femme de ménage. Je veux que vous ayez un meilleur poste. » Clara faillit s'étouffer avec son jus. « Un meilleur poste ? Mais je n'ai pas les qualifications ? » « Vous avez l'intelligence, la détermination et l'intégrité, » l'interrompit Yann. « Les qualifications peuvent s'acquérir. Le caractère, non. » Clara sourit, trop émue pour parler, et murmura juste un merci. Le silence qui suivit était confortable, le genre de silence qui existe entre des personnes qui n'ont pas besoin de combler l'espace avec des mots. Ce fut Ale qui parla finalement, tenant la main de Yann avec le sérieux que seule une enfant de 5 ans peut avoir. « Tu fais partie de notre famille maintenant. » 4 mots simples qui frappèrent Yann comme aucun discours élaboré ne l'avait jamais fait. Famille. Un concept qui n'avait été qu'une abstraction dans sa vie solitaire de réussite professionnelle. Yann prit une profonde inspiration et sourit aussi, une émotion inconnue se dilatant dans sa poitrine. En regardant cette petite table, ce simple dîner partagé dans des assiettes dépareillées, Yann comprit qu'il avait enfin trouvé tout ce qu'il avait toujours cherché sans le savoir. L'appartenance, l'affection et un véritable nouveau départ. « Oui, » répondit-il, la voix ferme malgré l'émotion. « Nous sommes une famille. » Et à ce moment-là, sous la lumière dorée du crépuscule filtrant par la fenêtre du petit appartement, 4 personnes improbables formèrent un cercle parfait de connexion humaine, un cercle qu'aucune d'entre elles n'avait jamais imaginé possible, mais qui semblait maintenant inévitable, comme si l'univers, dans son infinie sagesse, savait exactement ce dont chacune d'elles avait besoin pour se trouver. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes.